Ouais. Euh, donc il n'y a pas de traitement curatif, mais il y a une diminution, comme il dit Olivier tout à l'heure, de consultation et chez le médecin généraliste et chez le spécialiste. Et il y a eu une autorisation de renouveler les délivrances. Donc notre objectif, c'était quelle est l'évolution d'utilisation des médicaments qui ont été prescrits en lien non ou pas avec le Covid, quelle que soit la nature de prescription, avec des traitements pour des médicaments, pour des pathologies chroniques, cardiovasculaires, neurologiques, psychiatriques, etc. Deuxième, quelle est l'utilisation de traitements qui sont à visée soit préventif ou pour faire des actes professionnels, vaccins et pour la contraception, et la consommation médicamenteuse liée au Covid, c'est plutôt le paracétamol, ibuprofène, mais avec le contexte actuel aussi, l'hydrochloroquine et l'azithromycine. Quelles sont les méthodes? C'est le diapo 4, s'il te plaît. On a pris l'ensemble de données de l'assurance maladie, régime général qui concerne 51 millions de personnes, 70%. On a fait une correction pour avoir une estimation de la globalité. On a utilisé les données hebdomadaires. C'est la première fois qu'il y a une remontée hebdomadaire et la première fois qu'on utilise les données hebdomadaires comme un phase test pour pouvoir utiliser ces données-là. On a pris pour la correction qu'il y a un lundi de Pâques, donc il y a 4 jours au lieu de 5 dans les estimations. Et on a pris aussi ce qu'on appelle les données de liquidation, c'est-à-dire le moment où l'assurance maladie rembourse les pharmacies, etc., et qui sont entre 1 jour et 3 jours par rapport à la délivrance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour chaque semaine de l'année 2020? On a cherché le nombre de consommants avec au moins un remboursement. Et on a comparé cela avec les mêmes semaines de l'année 2018 et de l'année 2020. Et on a pris en compte la tendance, parce qu'il y a pu y avoir une tendance naturelle, et la période qui nous intéresse, c'est la période de 5 semaines de confinement, qui correspond dans le jargon S12, qui commence le 16 mars. Le confinement a commencé le 17 mars, jusqu'à la semaine 16, qui finit le 19 avril. Donc, dans la présentation, il y aura le S12, la semaine 12, c'est la première semaine de confinement, et la S16, c'est la dernière information que nous disposerons jusqu'à fin avril. Le diapo suivant, s'il vous plaît, c'est le diapo 6. Donc, il y a eu à peu près 450 millions d'ordonnances qui ont été analysées, qui correspond à 1,2 milliard de lignes de prescription. Et on a cherché 58 classes thérapeutiques qui sont réparties en grandes thématiques dans la présentation, médicaments de maladies chroniques, des antibiotiques, contraception, traitements hormonaux et médicaments de procréation assistée, les vaccins, le produit qui nécessite, qui est utilisé pour la colonoscopie ou pour une imagerie ou pour IRM, et le traitement potentiel avec le Covid. Pour la présentation, on a fait aussi des analyses par âge et par sexe et par région, mais évidemment, il y a tellement d'informations que je vais présenter le minimum. Là, le diapo 7, qui est le diapo sur le anti-HPV, c'est illogique totalement cette présentation, c'est juste pour vous dire à quoi ça ressemble les figures qui vont arriver à fur et à mesure. Donc, en courbe vert, c'est l'année 2018. En courbe orange, c'est l'année 2019. Et en courbe rouge, c'est l'année 2020. Et en courbe rouge hachée, c'est l'attendu.
qui était, par exemple, pour le HPV, qui est un vaccin pour prévenir le papillomavirus et pour prévenir le cancer de col de l'utérus. Ça signifie qu'en 2019 et 2020, il y a une augmentation d'utilisation de vaccins qui est connue, un petit peu, c'est à la marche cette augmentation, mais ça continue en 2020 et que l'on entend qu'en 2020 cette courbe-là. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, on voit que en bas c'est le nombre de semaines de l'année, de semaine 2, 3, etc. La semaine 12 qu'il y a une baisse et que la baisse s'accentue que en S16, la dernière semaine, il y a une baisse de 67% par rapport à ce qui est attendu, qui correspond par l'ensemble de confinement à 59. Ces écripations, c'est tout à fait incorrect. C'est 59 personnes, parce que c'est une prévention, qui manquait pour cette voilà. Cet exemple, parce que les courbes ne se chevauchent pas. Et si je commence par la maladie chronique, c'est le diapo suivant, s'il te plaît, 8. Diapo 8, c'est qu'on voit bien que pour l'hypertension et pour le traitement antihypertenseur, il n'y a pas eu de tendance. Par contre, dès S12, il y a un effet de stockage avec une augmentation de 31% qui correspondait à des centaines de milliers de prescriptions de plus, ou des dispensations de plus, voilà, et que ça continue en S13 et avec une normalisation à S16, c'est-à-dire qu'on est revenu au point de départ, mais que correspond entre S12 et S16 à plus 900 000 patients qui se sont procurés antihypertenseurs de plus par rapport à ce qui est attendu. Le suivant, s'il te plaît, c'est diapo 9, c'est les antidiabétiques et antiagrégants, et nous observons exactement la même tendance, c'est-à-dire qu'il y a un effet de stockage qui a continué en S13 et qu'un retour à la normale une baisse en S15 et retour à la normale en S16, la dernière semaine, et que pour les antidiabétiques, il y a 330 000 personnes de plus par rapport à ce qui est attendu, et pour le antiagrégant plaquettaire qui sont utilisés dans la prévention cardiovasculaire, l'aspirine, le Plavix, etc., qu'il y a 300 000 personnes de plus. Diapo suivant, s'il te plaît, c'est le diapo 10 sur antidépresseurs et anxiolytiques. L'effet de stockage est observé, un petit peu moins pour les maladies cardiovasculaires. Pour les maladies cardiovasculaires, était de l'ordre de 30%, et pour le antidépresseur anxiolytique, c'est plutôt autour de 20%. La même chose pour l'antipsychotique aussi, mais évidemment, le nombre de personnes concernées de l'antipsychotique est un petit peu, ou la moitié, moindre. Le diapo 11, s'il te plaît. Par contre, il y a d'autres traitements des maladies chroniques, des traitements qui sont utilisés de maladies chroniques ou non chroniques, où on trouve une baisse extrêmement importante pour le corticoïde oral. 1 million de patients de moins entre S12 et S16, et que en S16, par exemple, il y a une diminution de 64%. Et pour les ANS, il y a une baisse de 70% en S16, qui correspond à une baisse entre S12 et S16 de plus de 2 millions de patients de moindre pour les ANS. Le diapo 12, l'effet de stockage pour les maladies respiratoires, on le voit aussi avec une augmentation soit pour l'asthme ou sur le PPCO. En revanche, pour l'anti-VEGF, qui est un traitement intraoculaire, qui sont pour le DMLA, dégénérescence maculaire, et pour le DEM maculaire diabétique, et ça nécessite une injection par un ophtalmologue. Ça veut dire qu'un accès physique à un médecin, on voit bien qu'il y a une baisse
très très important, de l'ordre de 40% dès la semaine 12, et qui correspond à une perte de 40 000 d'injections pour 40 000 sujets en général âgés, et cette baisse perdure. Donc la suivante, pour les antibiotiques, 13, qu'il y a eu une baisse pour la prise d'antibiotiques systémiques et de l'ordre à la semaine 16 de 37%, mais cette baisse pour l'ensemble de la période, il est de l'ordre de 900 000 dispensations de moins de antibiotiques. Et quand on fait, le diapo 14 s'il te plaît, quand on fait par classe d'âge, la diminution chez les enfants, 0-19 ans, c'est pas des enfants uniquement, mais en général chez les enfants, il y a une baisse de 75% à la dernière semaine, mais il était aussi de 60% avant, et que cette baisse, il est massif. Il est massif parce qu'on passe de presque de 200 000 dispensations par semaine à moins de 50 000 dispensations par semaine d'antibiotiques chez les enfants. Diapo 15, s'il te plaît, c'est pour la contraception. Il y a eu aussi un effet de stockage pour la contraception orale progestatif ou œstroprogestatif, avec une augmentation de 44%, et avec 90 000 femmes qui ont eu de contraception de plus que la même période attendue. Pour la pose de stérilet avec progestatif, où ça, évidemment, ça nécessite le recours à un gynécologue ou à un médecin généraliste, la baisse est très importante parce qu'il est de l'ordre de 70% à la semaine 16, et qu'il y a 15 000 patientes de moins par rapport à ce qui est attendu. Le diapo suivant, 16, pour les vaccins. Pour le hexavalent et pentavalent pour le nourrisson, il y a une baisse de l'ordre de 35% dans chaque semaine. Il y a 77 nourrissons. Je suis désolé parce que je l'ai fait rapidement hier et j'ai écrit patient, c'est pour un épidémiologiste, c'est inacceptable. Donc c'est 77 000 nourrissons d'au moins par rapport à un retard probablement pour le calendrier vaccinal. Pour le ROR, c'est encore un petit peu aggravé parce qu'il y a 43% à la S16, il y a 93 000 d'enfants d'au moins, que ce soit nourrissons ou à l'âge voilà, si on prend l'anti-HPV, c'est le premier qui est à gauche, le premier c'est une baisse de 67%, et si on prend le antititanique hors nourrisson, et la baisse il est de 70%, il y a 280 000 patients de personnes de moins qui se sont fait vacciner anti-titanique. Pour le diapo 18, pour les produits nécessaires à la colonoscopie, pour le scanner, pour le RM, des baisses entre 65% et 80%, et j'ai pris l'exemple de colonoscopie, et la décrochage qui devait être en rouge, mais il est en vert, mais il faut montrer que c'est en rouge, et de 85% pour la colonoscopie, qui correspond à 110 000 patients de moins qui ont eu de coloscopie, soit par hémorragie, soit par des symptômes, soit par dépistage, évidemment, de colon. Le diapo 19, s'il te plaît. Maintenant, le traitement en lien avec le Covid. Et je commence par paracétamol. Paracétamol, il y a un effet de stockage, pas plus que de stockage, parce qu'il peut y avoir des symptômes liés au Covid. Et il y a les 2 premières semaines, il y a eu d'augmentation même avant le confinement. Et les 2 premières semaines, on a eu 1,5 million de plus remboursé de paracétamol. Il y a le lundi 16 mars, 1 million de dispensations de paracétamol par jour. Pour le ibuprofène, où il y a une alerte
pour potentielle aggravation des symptômes chez le Covid, il y a une baisse de 80%. Ça veut dire qu'un effondrement d'utilisation d'ibuprofène sur la période. Rapidement sur le chloroquine et hydroxychloroquine, c'est la diapo 20. Vous voyez le pic qui était énorme sur la période, mais il y a un retour à la normale après. Et pour l'azithromycine qui a été préconisée par certaines équipes, il y a aussi cette augmentation et qu'il y a donc pour le chloroquine il y a à peu près 40 000 patients de plus, et pour les azithromycine il y a 100 000 patients de plus. Le diapo 21, c'est l'association chloroquine et hydroxychloroquine avec l'azithromycine, qui était très rare avant, évidemment, avant le Covid, et il y a eu un pic de S13 de presque 6 000 personnes qui l'ont eu, et après une descente vers le normal. Rapidement, le diapo juste le nombre ou le pourcentage de personnes, le taux de personnes qui prenaient le hydroxychloroquine par région par rapport au nombre d'habitants par région. Évidemment, on n'a pas pris à ce stade en compte ni la répartition d'âge, de sexe, etc., mais ça donne une idée, et qu'on voit bien que si on voit le PACA et Île-de-France sont majoritaires, c'est-à-dire que le taux est plus élevé, et que dans le sud-ouest et dans le Normandie, l'utilisation est beaucoup moindre. Donc, quel enseignement qu'au début du confinement, il y a eu un stockage pour les pathologies cardiovasculaires, antihypertenseurs, statine, je ne l'ai pas montré, mais le rapport est en ligne depuis hier soir, et vous avez l'ensemble des informations sur le diabète, que ce soit insuline ou antidiabétiques oraux, sur le trouble mentaux, antidépresseurs, anxiolytiques, etc., et aussi dépendance au PAC, des maladies neurologiques, soit épilepsie, Parkinson, sclérose en plaques, endoctrinienne, etc. En semaine 15, il y a une sous-consommation, et avec un retour à la normale en semaine 16. Le diapo 24, s'il te plaît. Il y a une forte baisse de médicaments corticoïdes orales, anti-inflammatoires, mais antibiotiques systémiques, et il y a eu moins de prise en charge pour la contraception d'urgence, que j'ai montré le résultat, et pour le PMA, parce qu'il y a un effondrement de recours au PMA et des produits inducteurs d'ovulation dans cette période. Et pour le traitement qui nécessite impérativement le recours physique à un professionnel de santé, comme les vaccins, il y a un effondrement sur la période qui persiste jusqu'à semaine 16 pour les vaccins, pour le traitement ophtalmo, pour les dispositifs de contraception avec des stériles et DU, etc., pour la préparation, colonoscopie, scanner, IRM. Et le dernier diapo, je pense que tu n'as pas, c'est le lien vers le rapport sur le site de la NSM et de la CNAM. Voilà, je suis à votre disposition pour questions. Je suis très désolé pour les conditions de son. Et voilà. Non, c'était très bien, Mahmoud. Tout le monde t'a entendu, c'était parfait. Voilà. Non, et je dirais juste comme Annick, c'est passionnant. C'est absolument passionnant, et ça montre, la puissance de l'épidémiologie descriptive, et deux, la puissance du jeu de données. Merci beaucoup pour avoir fait tout ça, et puis avoir pu manipuler un tel volume de données en si peu de temps. Il y a des questions qui sont posées. Alors bien sûr, avec une constatation de la baisse des corticothérapies avec certaines pathologies qui vont être dérégulées, c'est une crainte. La corticothérapie, c'est lié aussi quelquefois aussi
il est plus prononcé chez les enfants quand même. Ça peut être aussi donné avec les infections. Je pense pour les résultats sur les antibiotiques et les corticothérapies chez les enfants sont passionnants parce qu'il y a une baisse de 75%. La fermeture des écoles, des crèches et des établissements scolaires diminue très très fortement la circulation des virus, des agents infectieux, la surinfection, et je pense que c'est vraiment une expérimentation grandeur nature. Absolument. Alors, il y a plein de questions, donc si tu peux répondre un peu rapidement. Laurent qui dit, est-ce que le coefficient correcteur de 1 sur 0,77 suppose une consommation similaire pour les autres régimes? Est-ce que cette hypothèse est réaliste? Il est pragmatique, probablement n'est pas le meilleur, en attendant la remontée de données des autres régimes comme le RSA, etc. Et donc, ces analyses seront répétées, mais il y a un retard de 2-3 mois par rapport, par exemple, à un régime d'agriculture, etc., et qu'on ne peut pas apprendre, mais on a fait de façon pragmatique. De toute façon, si on est à 2-3% près, pour le moment, c'est pas trop grave. Bien sûr. La question de l'arrêt de distribution du paracétamol sans ordonnance dans les pharmacies, qui a pu interagir? Alors, il y a eu énormément de dispensations. Nous, on n'a pas cette donnée-là, mais par contre, on a d'autres sources de données sur les médicaments non remboursés de paracétamol. Il y a eu énormément, presque 30 à 40% ça veut dire qu'il y a 300 000, 400 000 personnes qui ont été à la pharmacie, y compris moi-même, pour chercher des paracétamol avec 12 boîtes maximum. Dans les données de dispensation remboursées de paracétamol, sur le 1 million de lundi, il y a eu 15% qui ont eu 10 boîtes de paracétamol et plus qui ont été dispensées. Ah oui. Une question de Florence qui dit, pour les antibiotiques chez les enfants, est-ce que ce n'est pas le reflet du confinement avec une diminution du contact en collectivité? C'est exactement ce que je pense que ne pas être aux crèches, aux établissements scolaires et être en moins de contact avec les gens, c'est un modèle expérimental magnifique. Évidemment, il peut y avoir en partie aussi la difficulté d'accès aux professionnels de santé, soit ne pas vouloir le déranger, soit avoir accès, difficulté d'accès. Mais certainement, il y a une grande partie aussi que les bactéries ou les surinfections, etc., autres que le Covid, ça circule beaucoup moins. Oui. Alors Alain qui demande sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine chez les patients ayant un lupus, mais le problème c'est qu'on n'a pas les pathologies là, bien sûr. Non, on les a enlevés les traitements chroniques par lupus et c'est les données incidents. C'est-à-dire qu'on a les données de chloroquine, on a enlevé les patients traités de façon chronique. Évidemment, il peut y avoir des lupus incidents et qu'on n'est pas en mesure de les détecter, mais ils sont très peu nombreux quand même. Bien sûr. Catherine qui dit, peut-on considérer que certaines données sont encore sous-estimées car les demandes de remboursement peuvent prendre du temps? Alors, c'est pas de demande de remboursement, c'est pour ça qu'on a utilisé les données de liquidation qui sont en général stables et on a comparé par des données de liquidation en 2018 et 2019. Ça veut dire un niveau égal de procédure. Liquidation, c'est-à-dire que quand donc je pense à un niveau égal, à évolution égale ou à connerie égale, c'est pareil. Voilà. À partir du moment où on a pris la même manière de faire. Très bien. Ben, je crois qu'il n'y a plus de questions. C'est passionnant et remarquable. Hein. C'est vraiment remarquable d'intérêt épidémiologique et de santé publique. Donc bravo. Donc le rapport, il est sur le 2 sites, c'est 200 pages, et on va l'actualiser toutes les 2-3 semaines. Évidemment, vous allez voir que le lundi de Pâques a posé de problèmes. Par contre, ce qui va se passer en mai, ça va poser énormément de problèmes, le 1er, le 8 mai, etc. Alors ça, je pense qu'on est en train de réfléchir comment prendre en compte ça dans les analyses. Mais écoute, merci encore de t'être... Merci à tout le monde et je suis vraiment désolé. Mais non, il ne faut pas, c'était parfait.